retardataire. J'ai demandé, tout le monde nous entend, tout le monde nous voit, donc c'est top. Donc je propose qu'on commence tout de suite. Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce 12e rendez-vous des biodéchets. Je me présente Paul Panier, je travaille pour Green Creative. Pour ceux qui ne nous connaissent pas rapidement, Green Creative, c'est une entreprise industrielle française qui conçoit et fabrique des équipements de déconditionnement de biodéchets et plus récemment de filtration. Je suis aujourd'hui accompagné de ma collègue Élodie Descros qui va s'occuper de gérer et m'aider, gérer vos questions que vous pouvez d'ores et déjà poser dans l'onglet du chat ou dans l'onglet Q&R qui est fait pour ça. Nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir Paul Laurent, cofondateur de l'Assiette Auchan et exploitant aussi. Bonjour Paul. Bonjour, bonjour à tous. Et Mathieu Laurent, agriculteur, méthaniseur chez Métavers. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour à tous. Du coup, à l'agenda aujourd'hui, 15 minutes d'échange à propos de l'activité de valorisation des biodéchets avec nos deux invités, suivi de 15 minutes où on va prendre le temps de répondre aux questions que vous allez pouvoir poser. Du coup, je propose de démarrer tout de suite. Et la première question que j'ai, je vais me tourner vers vous deux et peut-être Paul, vous pouvez commencer, mais je vais vous demander de vous présenter, de présenter votre activité pour nous donner un peu de contexte et mieux comprendre justement dans quel environnement vous évoluez et quelle est votre activité. Merci. Donc moi, Paul Laurent, alors pour lever les doutes, aucun lien de parenté avec Mathieu, hein, juste coïncidence. Nous, de l'Assiette Auchan, c'est une entreprise qui crée des filières de valorisation des biodéchets alimentaires en méthanisation agricole. Donc dans cette phrase, il y a du coup le terme filière, c'est que on fait pas, on est un maillon d'une chaîne, on fait pas de collecte de biodéchets à proprement parler, et on ne fait pas de méthanisation non plus. Donc, on est un intermédiaire qui se concrétise par la construction et l'exploitation de sites plutôt de petite taille de valorisation des biodéchets qu'on installe en périphérie urbaine. L'objectif est d'amortir autour de 5000 tonnes par an une installation de déconditionnement et d'hygiénisation pour recevoir tout type de biodéchets générés dans l'espace urbain et pour les valoriser après avec des partenaires agriculteurs méthaniseurs qui vont produire de l'énergie renouvelable et un fertilisant pour nourrir les sols, qui après permettront de produire l'alimentation et fermer la boucle d'une économie circulaire. Voilà. Donc on a un site qui est en exploitation depuis 1 an et demi à Nantes, à Rezé plus exactement, en périphérie de Nantes, et on a d'autres projets du coup en projet, notamment dans l'Ouest, donc en Mayenne et en Côte d'Armor, Ille-et-Vilaine. Voilà. Eh ben, merci pour cette présentation complète. Mathieu, vous pouvez nous en dire plus? Oui, moi c'est Mathieu Laurent, je suis agriculteur dans les Vosges, agriculteur bio en élevage laitier et céréales. Nous, on s'est associé avec la société le groupe ABCDE sur le même site. Eux, ils font de la collecte de déchets alimentaires, la valorisation. Et puis nous, on fait la valorisation dans le méthaniseur et dans nos stations GNV également. Je fais partie aussi du GT Biodéchets, l'association des agriculteurs méthaniseurs de France. Donc voilà. Ok, bah merci. Euh, alors, j'ai une question pour vous, Mathieu. Il y a une question assez récurrente. On est dans le biodéchet, c'est le sujet d'aujourd'hui. Mais c'est pourquoi on s'embête avec, quand on est méthaniseur, pourquoi on s'embête avec les biodéchets emballés? Pourquoi les biodéchets, ils sont si intéressants? Pourquoi ce gisement-là, il est précieux? Alors pour nous, il est devenu très précieux. Déjà, par rapport, nous, quand on a démarré la méthanisation, on avait très peu de biodéchets, parce qu'on a commencé la collecte en même temps que la méthanisation. Donc, au départ, on démarre avec beaucoup, beaucoup de fumier, des cultures énergétiques, des cultures principales. Peu à peu, les biodéchets ont remplacé, et ça nous fait gagner beaucoup de temps et aussi beaucoup d'ennuis. On a un produit qui est très méthanogène, qui est liquide, qui n'a pas d'indésirables dedans, comme des ficelles, des cailloux, des pneus. Ça peut arriver. Excuse-moi, je Et suis un ça, peu- c'est un super produit. Et ça nous permet aussi d'avoir un digestat de super bonne qualité agronomique, beaucoup plus élevé qu'un digestat classique d'agriculteur qui mettrait que des effluents d'élevage. Et ça nous permet aussi de concentrer notre ration et donc d'avoir moins de digestat à épandre aussi dans les champs.
Ok, ouais, donc il y a un gain sur la continuité post-méthanisation avec le digesta en tant qu'agriculteur. Euh, Pour vous, Paul, du coup, les biodéchets, c'est un peu différent de l'activité de Mathieu, parce que Mathieu a plusieurs casquettes, avec sa casquette d'agriculteur aussi. Vous, l'activité, les biodéchets, ils sont véritablement au cœur de votre modèle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Comment on s'y prend pour vendre de la soupe organique? C'est quoi les conditions qui sont nécessaires et c'est quoi la valeur en fait d'une soupe ou d'une pulpe, comme on l'appelle aussi parfois? Ouais, c'est vrai qu'en en parlant ensemble, j'aime bien appeler ça une pulpe organique. Alors, c'est d'ailleurs l'administration dans l'ICPE parle de pulpe organique et parfois en méthanisation, on a un vocable quand même qui n'est pas très élégant. Et là, je trouve que pulpe organique est plus adapté. Alors, pourquoi? Parce que ça a vraiment, déjà, ça, nous, ce qu'on sort, c'est plutôt pâteux, plutôt épais, donc comme une pulpe. Et c'est aussi un boost pour les méthaniseurs agricoles. Alors, donc comment on met de la valeur là-dessus? Ben, on s'engage auprès des agriculteurs méthaniseurs sur de la qualité qu'on va vendre. Donc la qualité à la fois méthanogène, c'est-à-dire qu'on raccorde un taux de matière sèche, hein, c'est-à-dire qu'on ne vend pas de l'eau, enfin, on vend de la matière quand même qui a un pouvoir méthanogène. La qualité en termes de plastique, microplastique, donc là c'est aussi d'être bien, même au-delà de ce que demande la réglementation. Donc ça a guidé quand même nos choix technologiques. Et puis aussi un engagement de régularité. En fait, c'est important pour un méthaniseur d'avoir une ration régulière qui lui arrive et de pouvoir travailler sur la durée. Et nous, ça nous va bien. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un course à l'échalote sur la vente d'une matière à un méthaniseur hop, qui a un besoin ponctuel à un moment. Non, non, c'est vraiment toutes les semaines, les méthaniseurs reçoivent une, deux, voire trois livraisons par semaine pour celui qui en prend le plus chez nous. Voilà. Et grâce à ça, ben, effectivement, ça a une valeur. Donc, on la vend, la matière, à des méthaniseurs. Et alors, cette valeur, je pense qu'elle est vraiment accordée à chaque territoire. Chez nous, on peut la vendre donc à un tarif, selon qu'elle soit hygiénisée ou non hygiénisée, autour de 15 à 25 euros la tonne départ du site. Voilà. Et ça marche bien. Les méthaniseurs sont des bons partenaires, Agricole sont des bons partenaires. Vous avez mentionné l'hygiénisation. Sur votre site, vous êtes équipé déconditionnement et aussi hygiénisation. De la soupe que vous Ouais. vendez, elle est hygiénisée. Voilà. Et ça, pareil, ça va dépendre des territoires, hein. J'en ai discuté avec enfin, des confrères, des personnes qui font un peu le même métier. Il y a des territoires où c'est plus compliqué de valider le transport de soupe hygiénisée. Euh, Nous, au contraire, c'est plutôt assez bien vu, puisque c'est une matière hygiénisée d'un point de vue sanitaire qui va permettre de ne pas rentrer en conflit sanitaire, enfin, voilà, enfin, un peu, enfin, avec les sous-produits animaux, les effluents d'élevage qui sont déjà valorisés sur les sites. Et du coup, d'un point de vue sanitaire, comme ça, on rassure tout le monde de transporter de la soupe hygiénisée. Et la soupe qu'on exporte le plus, c'est de la soupe hygiénisée. On exporte assez peu de non hygiénisée. Ok, très clair. Et du coup, donc la soupe a une valeur. Je comprends que ça dépend en effet du territoire où on se trouve et en fait le maillage local et les acteurs qui le constituent ce territoire. Et comment on calcule la rentabilité d'une activité de biodéchets quand on se lance? Comment on fait ses premières projections? Et surtout, est-ce qu'on arrive à être proche de la réalité? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Peut-être Paul, vous pouvez continuer, puis Mathieu, je vous laisserai rebondir sur ce que Paul nous dit. Alors, nous, chez De l'Acétochon, on a fait un pari au départ, c'est de dire qu'on pouvait installer une installation de déconditionnement d'hygiénisation et qu'on allait l'amortir autour de 4000 tonnes par an. Donc là, après un an et demi d'exploitation, on se rend compte que les 4000 tonnes étaient peut-être un peu ambitieux, c'est plutôt 4500 tonnes. Avec 4500 tonnes par an, on arrive à avoir une installation rentable qui emploie 4 personnes et qui voilà, valorise tous les jours les biodéchets. Euh, nous, ah, voilà, après, c'est un site, il faut faire un prévisionnel, un business plan, il y a des charges, il y a des produits, il faut bien anticiper les charges, il faut être réactif par rapport aux charges qui dérapent et voilà, savoir un petit peu s'adapter. Avoir, En un an et demi, on a appris petit à petit, voilà, à voir apparaître des nouvelles entreprises et puis à s'adapter. Hmm. Et puis définir un coût de traitement, voilà.
qui va bien. Donc nous, comme j'ai dit, on vend de la soupe organique et puis on fait un coût de traitement aussi. Là aussi, ça va dépendre des territoires. Donc, est-ce que nous, sur nos territoires, il n'y avait pas d'installation de déconditionnement à proximité proche? Il y avait un gros enjeu sur la logistique parce que le coût global de traitement des biodéchets, en fait, c'est beaucoup sur le transport en fait, qui se retrouve. Les coûts de traitement, on se focalise beaucoup dessus, mais il faut voir les coûts de traitement. Et nous, comme on se rapproche d'un gisement qui était quand même assez éloigné des exutoires, eh ben, on a pu voilà, intéresser un bon nombre de gisements qui voyageaient beaucoup, et puis aussi permettre à des professionnels de passer le pas et de valoriser des biodéchets qui n'étaient pas valorisés auparavant. Mm. La question était large, donc ma réponse est un peu large aussi. Non, mais très bien. Et j'en profite juste en termes de rayonnement d'exutoire pour votre soupe. Ouais, Vous transportez à combien? C'est sur une échelle locale? À combien de kilomètres ouais. le Alors, transport s'étend? nous, là où on se situe à Nantes, on a un souci, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de méthaniseurs agricoles à proximité immédiate. Enfin, qui sont autorisés au point de vue de la réglementation, c'est-à-dire qu'ils doivent être en réglementation ICPE, enregistrement, dans le Hmm. bon alinéa. Et ça, nous, ils sont autour de 60 km. Voilà, les trois méthaniseurs auxquels on valorise. Il y a plus de méthaniseurs qui sont plus proches, et là, on les fait passer, mais ça prend du temps, voilà, de les faire passer. Des fois, il y en a un qui rentre en consultation publique pour valoriser notre soupe ou notre pulpe. Et, 60 km. Et le rayon de chalandise des biodéchets, c'est pareil, à peu près, c'est autour de 60 km. 50-60 km, c'est plus loin. Super, très clair. Du coup, Mathieu, est-ce que vous voulez rebondir un peu, sur votre modèle, l'association avec le groupe ABCDE, l'activité de méta, déconditionnement, comment vous calculez la rentabilité de cette activité biodéchets? Alors nous, on fait tout de A à Z. Donc on va démarcher les clients, on fait la collecte, on fait le déconditionnement, la vente des. Donc là, c'est le facteur qui est impactant, ça dépend du territoire. Nous, on a un territoire très rural, donc il faut aller très loin pour avoir. Pas très loin. Nous, on fait 80 km à la ronde à peu près, Hmm. et un petit peu plus suivant. On monte un peu vers Metz, donc c'est un peu plus loin, mais la route est meilleure. Donc là, sur le coût de transport, ouais, comme disait Paul, c'est là-dessus que ça joue beaucoup. Après, l'outil de déconditionnement, une fois qu'on l'a en main, bah, on sait à peu près. Alors après, les coûts ils peuvent vite s'envoler si on a des indésirables, etc. Donc là, il faut être plutôt très pessimiste sur le business plan plutôt qu'optimiste, hein. Ouais, c'est vrai. Je te rejoins. Ok, mais très, très clair. Et vous, Mathieu, est-ce que vous gardez toute la soupe pour votre activité de méthanisation ou est-ce que vous êtes en partenariat où vous vendez aussi de la soupe produite ou de la pulpe, pour faire plaisir à, à Paul, à des méthaniseurs de votre territoire? Alors nous, sur les 12 000 tonnes qui sont retraitées, nous, on en utilise autour de 3 000. Notre méthaniseur, je n'avais pas dit, c'est un 450 kW électrique. Donc on est à 60% des flux en élevage, donc c'est du visier de notre ferme. Et on met à peu près 3 000 tonnes de biodéchets. Tous les autres biodéchets partent dans d'autres méthaniseurs. Et le problème, c'est que nous, on est le département où il y a le plus de méthaniseurs. Hmm. Pour une fois qu'on est premier, on le dit. Mais par contre, il n'y en a que deux qui peuvent accepter nos soupes. Donc, il faut qu'on quitte le département pour évacuer nos soupes. Donc, c'est ça qui est le plus compliqué. Et après, il faut trouver des partenaires qui veulent bien changer leur ICPE pour pouvoir recevoir des soupes. Une fois qu'ils ont les soupes, en général, ils sont contents, hein. C'est un message que vous faites passer. Non, mais très, très clair. Le challenge de trouver des méthaniseurs qui sont capables ou en droit de recevoir vos soupes. Euh, on parle de rentabilité, de projet. À propos des financements, je ne sais pas si vous pouvez nous communiquer le coût de votre installation, de votre projet, et est-ce que vous avez perçu des subventions, des aides publiques, et si oui, auprès de qui? Alors peut-être Paul, vous pouvez commencer. Oui, alors nous, notre site, il a coûté en tout, achat du terrain compris, bâtiment, parce qu'on a construit le bâtiment dessus, 1,5 million. Il y a 900 000 euros de process et 600 000 euros de bâtiment de construction. Voilà. C'était un petit terrain, on a acheté un terrain de 1600 mètres carrés, on a fait un bâtiment de 500 mètres carrés. Mais là, on s'étend, on va doubler la capacité.
parce que à Nantes, en fait, on est déjà en saturation et on voit qu'il y a un potentiel pour absorber plus de matière. Et on a les biodéchets des ménages aussi, et le marché des ménages augmente. Enfin voilà, la métropole augmente ses flux, donc on va étirer, etc. Au niveau des aides, on a eu 20% d'aide à l'investissement, plus un petit peu au développement. C'est la région nous a aidés dans un appel à projet économie circulaire en Pays de la Loire. Donc là, on avait reçu 30 000 euros pour nous aider dans l'idéation et dans le projet. Ah, ouais. Donc on a été bien soutenu par la région, ça c'était super. Et après, pour l'investissement, c'est l'ADEME qui a mis le plus la main à la poche, quasiment les 20%. Et puis après, il y a la métropole a mis un petit peu ensuite après pour nous donner le dernier coup de pouce qui nous a permis de bien peaufiner l'installation à la fin. Voilà. Et puis après, il faut avoir des soutiens des élus, des soutiens locaux aussi. Il n'y a pas que le financement, il n'y a pas que le soutien financier, il y a aussi le soutien politique qui nous a bien aidés. Bon, bah, bonne nouvelle que vous deviez vous agrandir pour recevoir encore plus Ouais. de gisements. Mm. Et vous, Mathieu, de votre côté? Nous, c'est difficile à dire parce que nous, on a déjà démarré il y a 9 ans. Donc, on a démarré dans un bâtiment existant, un terrain existant. Donc, on a investi juste dans le déconditionneur et puis un hygiéniseur qu'on a fabriqué nous-mêmes, enfin avec de la récup. Donc, on a fait, on va dire, un petit peu à la paysan, pas trop cher pour démarrer. Et puis là, on a notre deuxième déconditionneur. On a un autre type de déconditionneur pour d'autres types de produits. Donc, on ne peut pas vraiment dire, mais ça chiffre vite 1,5 million, 2 millions à la fin, tout compris, hein, avec les changements, etc. Hmm. C'est pas négligeable. Et puis sur les subventions, on a été un peu aidé par l'ADEME à l'époque, et puis plus sur l'économie circulaire. Ouais. Ok, ouais, le fond, ok, très Après, bien. comme disait Paul, ouais, il faut être surtout aidé par des partenaires à qui tu peux compter, qui vont te trouver des produits, puis qui vont faire des contrats. Ouais. Ok, bah, très, très clair, merci. Bon, je vois le temps qui passe, on déborde un peu sur les 15 premières minutes initiales. Du coup, j'ai une dernière question pour vous. On sait qu'aujourd'hui, des gens qui nous écoutent sont en train ou veulent se lancer dans le biodéchet et rejoindre cette filière. Est-ce que vous avez un conseil à donner? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé savoir avant de vous lancer et que là, vous avez envie de transmettre, un écueil à éviter? Le micro est à vous. Alors pour ma part, c'est la propreté des soupes. Alors ça, c'est, comme nous, on est en agriculture biologique en plus, on dépend nos propres soupes. Donc ça, c'est indispensable. Euh, Ça, c'est une vraie contrainte et c'est pas à négliger dès le départ. Sachant qu'un des conditionneurs, c'est pas tout faire. Il faudra certainement plusieurs machines pour réussir à bien faire le boulot. Et ce qu'il faut se méfier aussi, il y a beaucoup d'entreprises qui vendent de la soupe déconditionnée qui est pas propre. Des fois, ils la donnent, mais on sait pourquoi ils la donnent. Mmh. Donc ça, il faut faire super attention là-dessus. Puis c'est hyper important. On parle beaucoup des microplastiques, des PFAS, etc. Mais là, les microplastiques que nous, on a dans les soupes, elles sont ultra visibles. Et quand Ouais, on met dans un champ, comme on n'est pas en pandillard, eh ben, ça fait des petites lignes. Et quand il pleut, on voit plus que le plastique. On voit plus le digesteur, on voit plus que des petites lignes de plastique. Et ça, c'est... ouais. Ouais, Ne pas négliger la qualité pas négliger, oui. Vous, Paul, de votre côté? Non, mais je vais dire la même chose parce que c'est vraiment la qualité. Je voudrais juste faire, nous, nos travaux. Si on a un retour d'expérience dans le traitement des déchets, c'est le TMB, trimécano-biologique, qui sont interdits maintenant de construction d'exploitation, hein. Les derniers vont fermer en 2027. Il y en a qui fonctionnaient, il y en a qui ne fonctionnaient pas, mais ils ferment tous. Donc, il ne faudrait pas que les filières de déconditionnement de biodéchets soient un peu soumis aux mêmes contraintes. Il y en a que ce soit qu'ils fonctionnent ou qu'ils ne fonctionnent pas. Voilà. Nous, on est très content de la qualité de la soupe. On surveille aussi les microplastiques, hein. Les analyses sont compliquées sur les microplastiques. Il faut aussi évoluer ça. Mais il y a la réglementation limite à 2 millimètres la détection des plastiques. On sait que voilà, si on ne fait pas gaffe, des technologies peuvent faire plus de microplastiques. Donc, il faut faire attention. Et puis, pas négliger l'exploitation, quoi. Le nettoyage, regarder sa machine, y aller. C'est une machine complexe.
euh, voilà, à faire fonctionner. Donc il faut bien la connaître, bien la regarder, et tous les jours, il faut la regarder, quoi. Hmm. Voilà. Ok, et bah, très clair, le message est enregistré et j'espère que les futurs entrepreneurs du biodéchet le garderont bien en tête. Bah, je propose qu'on passe Il y a pas mal de questions à la deuxième partie. Donc, il y a Elodie qui a listé les questions pour faciliter la tâche. J'en ai une première. Bon, alors, Paul, il y en a une première pour vous. De l'acéto au champ, est-ce que vous êtes un concurrent des alchimistes? C'est marrant, la filière déchets, c'est beaucoup des partenaires et des concurrents. Vous voyez? En fait, on se tient un petit peu. Il y a une concurrence assumée sur certains marchés et il y a des partenariats nécessaires. Les alchimistes, on les connaît bien parce qu'ils sont voisins de nous, hein. Ils sont juste de l'autre côté de la clôture. Ils nous apportent des matières et puis on échange. Comme on a une activité assez similaire, et ben, on travaille en exploitation ensemble. Il s'est trouvé qu'on soit en concurrence. Il se trouve qu'on soit partenaire. Donc voilà, il faut juste que ce soit transparent à chaque fois et qu'on le sache. Voilà, et ça se passe bien. Puis il n'y a pas de problème d'être concurrent, il n'y a pas de problème d'être partenaire. C'est Si vous voulez, compostage et méthanisation, on travaille avec les deux, hein. C'est-à-dire que nous, il y a une partie de notre flux qu'on envoie en compostage. Donc, du coup, nous, on n'a jamais opposé compostage et méthanisation. On fait pas mal de compostage au départ de l'assiette au champ. Il y a pas mal de flux qui viennent chez nous qui vont au compostage. Donc, on l'assume. Donc, ça, voilà, c'est un faux débat. Les acteurs du déchet, quels qu'ils soient, du biodéchet, ils font du compostage, ils font de la méthanisation. Ils savent quand c'est opportun de faire l'un ou l'autre. Voilà, c'est du... un débat qui n'existe pas, en fait, finalement, dans ce biodéchet, quoi. C'est ailleurs longtemps. En effet, c'est du bon sens Ouais. au sein de la filière. Une autre question, quel est le pouvoir méthanogène d'un biodéchet versus du lisier ou du maïs? Alors, un lisier, c'est entre 50 et 100 mètres cubes de biogaz. Je parle en biogaz pour biométhane, hein. La soupe de biodéchets, ça va 200 à 300 mètres cubes de biogaz. Nous, en moyenne, avec tout le mélange, on est autour de 220-230 mètres cubes de biogaz. Donc, par rapport à notre lisier qui est à 60, on est à 4 fois plus. Oui, donc d'où l'intérêt de ce gisement, en effet, comme on en parlait. C'est un produit qui se digère très rapidement, comparé au lisier qui est très long, et puis qui disparaît aussi en grande partie. 1000 mètres cubes, nous, on ressort 300 mètres cubes. Donc, il y en Mhm. a 700 mètres cubes qui disparaît en biogaz. Ok, question suivante. Dans votre secteur, on ne vous demande pas de maintenir en température pour l'export vers les sites de méta. Donc je pense après l'hygiénisation, est-ce que sur le transport doit être aussi maintenu à... C'est quoi? C'est 70 degrés hein, l'hygiénisation, c'est ça? Ouais, l'hygiénisation se fait à 70 degrés. Effectivement, on a entendu. Alors, à Nantes, on n'a pas eu ça en Loire-Atlantique. On a eu ça sur un autre territoire où on développe, où on nous a parlé de 55 degrés, effectivement. Alors, alors on n'a pas vu de texte par rapport à ça. C'est une application, une interprétation, voilà, quelque chose qui se met en place. Alors, nous, on ne l'a pas développé encore sur ce territoire-là, mais on va en tenir compte. Il faut savoir que nous, on a une autre cuve de soupe chaude. On a installé un thermomètre dessus justement pour suivre et elle reste chaude, hein. C'est-à-dire que ça sort à 70 degrés et quand elle rentre dans les citernes, elle rentre à 65-70 degrés et elle arrive chaude au méthaniseur. Donc nous, dans notre agrément sanitaire nantais, on n'a pas cette obligation-là. Mais si on devait l'avoir sur d'autres installations, alors peut-être qu'on isolerait la cuve du coup, mais c'est totalement possible de garder rester au-dessus de 55. Il y a un an, j'aurais dit j'en sais rien si c'est possible ou pas, mais en fait là maintenant, mon retour d'expérience, c'est que c'est pas un problème. Si on va de 70 degrés directement dans la cuve, on peut arriver à 55 au méthaniseur en stockant 2 jours dans une cuve maximum. Voilà, la soupe. Ouais. Ok. Autre question. Bonjour, la DDPP accepte facilement de délivrer les autorisations? C'est une question. Ça dépend de votre projet, ça, je sais pas. Euh, Bah, c'est pas facilement, les dossiers sont compliqués, donc il y a beaucoup de choses à faire. Et si vous faites tout dans les règles, en théorie, ça va vite, hein. Mais bon, on sait que l'administration, ça va jamais vite. C'est ça, ouais. Euh, Par bon, contre, il faut s'approcher de la DDPP avant de commencer le projet, parce que c'est eux qui vont donner les règles. Parce que les règles, c'est une règle nationale, mais chacun l'interprète à sa sauce. Donc il y a des départements, comme on voit, garder la température, et des départements en Normandie, ils le font. Nous, chez nous, ils ne l'ont jamais demandé. hmm.
Donc il faut se rapprocher pour savoir les règles qu'on va devoir tenir ou pas. En, en amont, ok, très clair. Bonjour, quel type de biodéchets captez-vous? Alors là, vous pouvez répondre les deux parce que vous êtes peut-être des réponses différentes. Seulement des déchets ménagers assimilés ou aussi des déchets de l'industrie agroalimentaire? Alors, Euh, nous, on traite à peu près 6000 tonnes par an de déchets alimentaires sur notre site actuellement, aujourd'hui. 40%, c'est des biodéchets de ménage. Et l'autre partie, 60%, c'est des professionnels. Et c'est en trois tiers. Et à 20%, c'est de la restauration. Restauration collective, scolaire, établissement de soins. Et à 20%, c'est des industries agroalimentaires. Donc, soit des boulangers, des pâtissiers, industriels, voilà, qui génèrent des quantités fortes, ou qui font des plats préparés. Et les 20 derniers pourcents, c'est des grandes surfaces. Voilà. Ok, et Mathieu, de votre côté? nous, les plus gros clients, c'est les GMS, les industries agroalimentaires. Ça, c'est plus de 50%. Et puis après, bah, c'est tous les petits producteurs. Comme nous, on fait la collecte avec des gros camions, avec des tout petits camions, des petites bombes. Hmm. Donc là, ça représente peut-être 70% des clients, mais ça représente que 20% du volume. Ok, ouais. Et pas de déchets de collectivité ou de ménage. Si, un petit peu, mais très peu. Nous, Très comme peu. c'est très rural, c'est pas très bien organisé, quoi. Ok. Euh, alors, il y a une question, c'est quoi une soupe propre pour vous? Là, c'est une soupe sans plastique, en sachant que c'est impossible sans plastique. Même en agriculture, on ne sait pas faire sans plastique. Sans soupe, sans parler de digestat ou de méthaniseur, un agriculteur, il ne sait pas faire un fumier sans plastique. Il y a toujours quelque chose, un bout de bâche qui traîne, un pneu qu'il n'a pas vu, etc. Donc, c'est d'en avoir le moins possible. Après, il y a une norme à respecter sur l'ICPE des conditionnements, mais la norme, il vaut mieux essayer être encore plus bas. Quand vous êtes à la norme, vous êtes déjà bien propre, mais le top, c'est d'être en dessous, un niveau beaucoup plus faible. Hmm. Après, de toute façon, on n'a jamais de recul sur ce que les plastiques vont faire dans nos champs, hein. Oui, et la norme dont vous parlez, il me semble que c'est des plastiques inférieurs à 0,3% dans la matière Oui, c'est ça. sèche de la soupe. Ça, ouais. Et en Ouais. fait, aujourd'hui, bon, il y a la législation, mais ce qu'on rend compte, il faut suivre la législation, c'est bien, être en règle, c'est bien, mais il faut tirer vers le maximum, vers le 0%, quoi. Oui, quand tu as des conditionneurs, on n'arrive pas toujours à respecter la législation. Donc, on est obligé de repasser les soupes une deuxième fois ou utiliser un autre matériel Hmm. pour retirer encore les plastiques. Puis après, il y a des Ouais. jours, la machine, elle va bien fonctionner, puis des jours, elle fonctionne un peu moins bien. Donc là, il faut être très vigilant là-dessus. Très clair. Alors, je relis mes questions. Bonjour, que faites-vous du digestat de méta de biodéchets? Épandage ou compostage? Quid de l'impact de la loi AGEC en 2027? Alors, ça ne va pas en compostage parce que ça serait du gâchis, hein. Ça serait clairement du gâchis. Le digestat, nous, il va dans nos champs. En plus, depuis peu, on s'est battu, nous, avec l'AMF pour pouvoir accepter les biodéchets en agriculture biologique. Donc, nous, en agriculture biologique, on n'a pas d'engrais, hein. Ça n'existe pas. Donc là, on a un véritable engrais. Nous, on appelle le pétrole agricole chez nous, le digestat, tellement ça nous aide dans nos cultures, hein. Hmm. Oui, donc directement en épandage, pas en compostage. Non. J'ai une dernière question qui vient. Comment gérez-vous les odeurs dans les bâtiments de vos installations? Alors nous, on ne les gère pas parce que s'il n'y a pas de courant d'air dans les bâtiments, il n'y a pas de... Enfin, c'est ce que nous, on avait un système d'aspiration qui servait au compostage. On l'a jamais mis en fonctionnement avec les biodéchets parce que tous les biodéchets sont à l'intérieur. S'il n'y a pas de courant d'air, bah, l'odeur, elle ne sort pas à l'extérieur. Paul, vous... Nous, c'est plus d'actualité là. On a eu des fortes chaleurs. On a eu Ouais. quand même des effets. Alors nous, on est en périphérie urbaine. On est dans une zone d'activité. On va en bus depuis le centre-ville sur notre site. Nous, on était parti sur un petit site qui traitait 4000 tonnes, hein, j'ai dit au début. Là, je vous avais dit, on traite 6000 tonnes, donc on est en surcapacité, 50% de plus. Donc, il y a pas mal de flux qu'on n'avait pas prévu. Ce qu'on avait prévu au départ, c'est de faire 100 filtres à odeur.
avec des règles d'exploitation, donc traiter tout dans la journée, laver le site, fermer les portes. Voilà. Ça a bien marché la première année, je pense que c'était pas mal. Là, on se rend compte que c'est assez limite. Donc, on va changer. Voilà, c'est le projet du moment, c'est d'améliorer cet aspect-là. Je pourrais peut-être vous en dire plus. N'hésitez pas à me contacter parce que je suis assez transparent là-dessus. C'est important de réfléchir. Ce qu'il y a, moi, je trouve ça assez intéressant. Si vous en avez la possibilité, c'est de le faire au fur et à mesure. C'est pas facile quand le site est inexistant de se dire je vais acheter un système de traitement des odeurs et consulter la bonne entreprise alors que le site n'existe pas, qu'on ne sait pas quelle est la nature des odeurs, comment ça va se passer, et de faire un cahier des charges avec quelque chose qui fonctionne bien. Il y a trop de sites qui ont des systèmes de traitement des odeurs qui sont inefficaces, qui ne marchent pas parce qu'ils ont été mis tout en même temps. Donc nous, on a dit, on fait le bâtiment, et si jamais on essaye de limiter les odeurs, et si on n'arrive pas, bah, la fin des fins, c'est le filtre à odeur. Voilà. Ok, très clair. Je vois l'heure qui passe. Il y a une dernière question que j'aimerais vous poser, qui a été posée par Guillaume. Comment calculez-vous le tarif du biodéchet à traiter et de la soupe à vendre, a posteriori? Ouais. Alors, nous, on aime bien être transparent sur les tarifs. Je trouve que ça aide, ça un peu parler. Nous, on traite en moyenne le déchet emballé. Il arrive autour de 85-90 euros la tonne. Voilà, à peu près. Et le déchet en vrac, il est à peu près à 10 euros de moins. Euh, donc, nous, on a fait un business plan, des charges. Voilà, il y a des charges variables, des charges fixes. Et Hmm. puis, on a défini comme ça le tarif. On sait qu'on n'est pas les moins chers. On sait que c'est un tarif qu'on trouve ailleurs aussi. Et encore une fois, ça va aussi dépendre vers quel site vous êtes en concurrence, quelque part, et aussi des coûts logistiques entraînés par l'installation de votre site. Il faut savoir, Hmm. sur le coût global de traitement des déchets, le coût logistique, c'est les deux tiers, voire les trois quarts du prix global. Alors parfois, dans des configurations, quand il y a beaucoup de tonnage, c'est la moitié du prix global. Mais on se focalise beaucoup sur le coût de traitement parce qu'il est facile à estimer, hein. Il y a un pont bascule et on le multiplie par le tarif unitaire. Mais le coût de collecte, lui, il est plus difficile à estimer et c'est pourtant celui qui pèse le plus lourd. Enfin, Ouais. et voilà, et vente de soupe, j'ai dit tout à l'heure, 15 à 25 euros la tonne. Ça dépend. Ok. Et ben merci beaucoup pour tous ces détails. Et une toute dernière question, je vois, qui va être répondue assez rapidement. Je pense, pourriez-vous accueillir de la soupe d'autres afin de pouvoir réaliser l'hygiénisation pour la méta? Que- Alors nous, non. On n'a pas la possibilité. et- Euh, et- nous, non plus. L'hygiénisation, ça coûte aussi cher. Ça prend beaucoup de temps, il faut beaucoup de volume. L'hygiénisation, ça dépend comment vous chauffez, mais ça prend beaucoup de temps à la chauffer, donc il y a une certaine inertie, hein. Nous, l'hygiéniseur, il tourne 20 heures par jour presque. En effet, ouais. Ok, bah merci beaucoup Mathieu, merci beaucoup Paul pour toutes ces informations. Merci à vous d'être venus nous écouter et poser vos questions. Je vais vous partager le replay à la suite de ce webinaire et je vous retrouve pour le prochain épisode des Rendez-vous des biodéchets. Merci. Merci, au revoir. Bonne journée.